où aujourd'hui je vais vous parler du premier épisode quand on a un projet d'entrepreneuriat, que ce soit un entrepreneuriat classique ou social, qui est la création du modèle d'affaires. Mais si on parle de création du modèle d'affaires, donc il faut se situer dans le temps. Et chaque chose doit être en son temps. Donc, normalement, on commence avec une idée qui est plus ou moins précise. Et ensuite, on a une phase de maturation où on va mûrir cette idée et la transformer en quelque chose qui pourra être implanté. Ensuite, on a toute une phase d'implantation qui peut durer de 1 à 3 mois, une phase de décollage, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive à un point d'équilibre correct. J'appelle cette phase de décollage qui peut durer de 6 mois à 2 ans, des fois même plus. Et ensuite, la phase d'envol dans laquelle on est en pleine croissance. Donc, la création de modèles d'affaires, c'est quelque chose qui arrive tout au début de cette phase de maturation où on devra monter une certaine logique. Donc, quand on a une idée, on peut choisir de sauter dans le vide, de se lancer juste avec une idée, ou alors on peut choisir de créer vraiment quelque chose d'un petit peu plus solide en utilisant une caisse à outils. Et ce que vous voyez derrière justement la caisse à outils, c'est des outils de social business models où là je vous montre l'épine dorsale qui est en fait une série de canevas. Donc le premier canevas, le premier de ces disques, c'est le canevas du modèle d'affaires et c'est ce qui permet de créer la logique de l'organisation. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure un petit peu plus en détail. C'est une série de questions. On peut dire que c'est le moteur de l'organisation. C'est ce qui va la faire avancer dans son exécution aujourd'hui, demain et dans le futur. Mais quand on parle de moteur, vous voyez au centre, il y a un petit point rose qui sont les valeurs. Et les valeurs, c'est très important pour l'organisation parce que c'est ça qui va donner de la cohérence dans tout ce qu'on fait. On peut dire que si le modèle d'affaires, c'est le moteur de l'organisation qui va la faire avancer, ben, il faut un combustible. Et ce combustible, il est fait de valeurs, il est fait de passion, il est fait de beaucoup de choses, d'émotions, de croyances, de culture partagée pour que les choses puissent réellement être en mouvement. Mais quand on parle de mouvement, on peut se dire, mais où faut-il aller? Donc là, on parle de stratégie parce que une organisation, elle a une mission, c'est ce qu'elle va faire aujourd'hui, demain et après-demain, mais elle a, si elle veut vraiment avancer dans une direction, il lui faut une vision. C'est bien Sénèque qui avait dit que il n'y a point de port pour celui qui ne sait où il va. Donc la vision de l'organisation, c'est ce qu'elle voit dans un futur plus ou moins proche, ou plus ou moins lointain pour être exact. Et pour y arriver, ben, il faut une stratégie. Donc c'est le chemin qu'on va suivre. Et on a aussi, bien entendu, un canevas pour réfléchir sur la stratégie. Et puis, on a encore un canevas intermédiaire, mais qui est très important, qui est la gouvernance. Le canevas de gouvernance, parce que une organisation est un être vivant, elle vit dans un contexte, elle échange avec ce contexte, donc on parle de parties prenantes. Donc toutes les organisations, individus qui sont en relation avec notre organisation, nous les appelons les parties prenantes, mais aussi des parties prenantes internes, parce que toutes ces entités, elles influencent directement et plus ou moins fortement les décisions de l'organisation. C'est pour ça qu'on parle de gouverner l'organisation et pas seulement par un chef tout puissant qui dirait où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire et quelles sont les décisions qu'on doit prendre. Et puis le cinquième canevas qui vient se poser par-dessus le tout, mais qui est intégré aussi aux valeurs, qui est intégré au canevas de modèle d'affaires, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est une vision beaucoup plus lointaine, beaucoup plus profonde aussi de comment l'organisation va impacter notre société et peut être impactée par la société. Donc, si nous revenons maintenant à notre premier canevas, qui était le canevas de modèle d'affaires, donc nous pouvons dire, OK,
Vous connaissez tous cette histoire de Saint-Exupéry qui, le petit prince disait dessine-moi un mouton. Là, on va utiliser la métaphore dessine-moi un modèle d'affaires. Donc, un des outils pour utiliser pour répondre justement à ce dessin de modèle d'affaires, c'est le canevas de modèle d'affaires qui a été développé par Social Business Models et qui permet de répondre fondamentalement à 8 questions de base. Et ces 8 questions, on n'y échappe absolument pas. Donc, je vous donne la première question qui peut nous apparaître, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va faire quelque chose? Donc, quelles sont les opportunités, quel est le défi auquel on veut s'attaquer? En général, on a une idée, plus ou moins déjà au départ, de ce qu'on veut faire. Donc, ce pourquoi, il faut creuser pour savoir vraiment quels sont les besoins réels et pertinents qui existent sur le marché auxquels on veut répondre. Que ça soit pour une entreprise sociale, une entreprise de l'économie sociale et solidaire ou une entreprise classique. Si on ne répond pas à un besoin, quelle est notre raison d'exister? Donc, les problèmes, les causes, donc on va regarder tout ce qui peut exister et qui justifie notre propre existence. Quand on parle du pourquoi, bah, bien entendu, on ne peut absolument pas le dissocier des usagers, des publics cibles, donc répondre à la question qui ressent ces besoins. Donc là, on va y retrouver des bénéficiaires directs, des simples usagers qui peuvent utiliser vos prestations. Il y a ceux qui payent, qu'on appellera plutôt les clients, puisqu'ils déboursent vraiment quelque chose pour en bénéficier ou faire que d'autres puissent en bénéficier. Un exemple, c'est les services publics qui très souvent engagent des organisations pour faire quelque chose pour que la société puisse en profiter. On a des pans indirects de la société qui peuvent être touchés aussi par ce qu'on va faire pour répondre à des besoins. Donc, si vous pensez par exemple à une famille dans laquelle il y a des enfants qui ont des problèmes scolaires, si vous fournissez un appui scolaire pour ces jeunes, automatiquement, c'est les parents qui sont clients, mais les frères et sœurs vont être beaucoup plus soulagés parce qu'il y aura moins de bagarres à la maison. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus indirect, c'est bénéficiaire beaucoup plus indirect. Une fois qu'on a bien déterminé qui a besoin de quoi et quels sont ses besoins, alors à ce moment-là, oui, on peut réfléchir à proposer quelque chose. Donc, on appelle ça la proposition de valeur. On peut appeler ça les prestations, les produits, les services. Et c'est vraiment ce qu'on va mettre à disposition de nos publics cibles, donc du qui, pour répondre aux besoins qui étaient exprimés dans le pourquoi. Donc, on en arrive à ce que Peter Drucker insistait et a insisté tout au long de sa vie, c'est la mission. Et la mission, justement, on vient de la définir par le grain, avec justement le pourquoi, le qui et le quoi. Donc, quels sont les besoins existants, qui sont celles et ceux qui ressentent ces besoins et quelles sont les solutions pour résoudre. Donc, la mission, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour pouvoir aussi communiquer et dire à tout le monde, mais quel est le but, la raison d'être de l'organisation. Donc, c'est un premier élément de communication très important. Mais vous allez me dire aussi, euh, oui, mais on peut avoir plusieurs publics cibles, plusieurs besoins différents, et ce n'est pas un problème. Vous pouvez très bien avoir des trinômes, hein, pour utiliser un mot très sympathique, où chaque fois vous avez un pourquoi, un qui et un quoi, et vous dites, ça c'est une première mission. Le deuxième trinôme, c'est une deuxième mission. Le troisième trinôme, c'est une troisième mission. Donc, une organisation peut facilement avoir plusieurs missions. Du reste, on le voit très souvent quand on lit des statuts d'organisation, hein, d'association par exemple. On a les buts et on a le but 1, le but 2, le but 3. En réalité, ce n'est pas exactement des missions parce que ce n'est pas toujours exprimé sous la forme d'un quoi, pour qui, visant quel impact, mais en réalité, c'est des missions différentes.
Mais maintenant, vous avez très certainement reconnu Scully and Mulder, donc des fichiers X, et la phrase que j'aimais beaucoup, que j'apprécie toujours, c'est The truth is out there. La vérité est ailleurs. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que entre vos quatre murs, vous allez faire des tas d'hypothèses. Dans votre bureau, vous allez imaginer des tas de choses. Sur votre ordinateur, vous allez écouter des vidéoconférences, des webinaires, vous allez rechercher des statistiques, mais la vérité, elle se trouve réellement dans le contexte sur votre terrain de jeu. Donc, quand on répond à cette question où on ne regarde pas seulement la zone géographique, mais on regarde quelles sont les contraintes temporelles. Il peut y avoir des problèmes ou des questions de saison. Si vous prenez les personnes sans domicile fixe, ben, en été, c'est beaucoup plus tranquille qu'en hiver. En hiver, il fait froid. Donc, il peut y avoir des contraintes temporelles, il peut y avoir un contexte politique ou légal qui est favorable ou défavorable. Il peut y avoir la technologie. Si vous avez un public cible qui est très jeune, vous pouvez éventuellement utiliser le contexte technologique des applications web pour leur apporter quelque chose. Il y a des contraintes environnementales, donc vous devez faire éventuellement attention à ne pas polluer, ou alors vous pouvez essayer de favoriser par votre projet de l'économie locale. Donc ça fait partie de votre terrain de jeu, il faut bien l'observer pour savoir où est-ce que vous allez mettre les pieds réellement. Donc, la prochaine question que je mettrai juste en face, parce que c'est aussi un contexte, mais c'est une partie spécifique du contexte, c'est le avec qui. Et le avec qui, ça répond au vieux dicton, seul on va vite, ensemble on va. Je vous pose la question, je vous laisse réfléchir 30 secondes, 2 secondes, ensemble on va loin. Donc, c'est la notion vraiment de ne pas travailler tout seul. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de faire quelque chose tout seul. On va beaucoup plus facilement que dans l'ancien temps travailler avec des partenaires, des alliés. On peut avoir des prescripteurs. Par exemple, l'organisation qui s'occupe de soins à domicile, qui va laisser des flyers chez les médecins. Le médecin ne va pas envoyer nécessairement quelqu'un utiliser des soins à domicile, mais il peut laisser des petits flyers dans la salle d'attente et il va jouer le rôle de prescripteur. Il peut y avoir des faiseurs d'opinion, mais vous avez aussi dans ce contexte vos bailleurs de fonds qui vont être sympathiques et vous permettre de démarrer votre activité. Et vous avez aussi des fournisseurs chez qui vous allez dépenser une partie de vos coûts. Donc, c'est un environnement beaucoup plus proche, mais où on va trouver vraiment des gens qui vont participer indirectement à votre activité, à votre projet. Le suivant qu'il ne faut pas oublier dans ce contexte externe, donc on revient un petit peu dans le où, c'est la taille du marché et surtout la concurrence. Et n'oubliez pas que dans l'entrepreneuriat social, parfois il y a même plus de concurrence parce que lorsque vous allez frapper à la porte de la loterie romande, ben vous êtes un parmi 900 autres qui ont aussi déposé un projet pour la loterie romande. Donc vous avez des concurrences diverses, que ça soit auprès de vos bénéficiaires, vos clients, ou que ça soit avec des produits ou des approches de marché qui sont totalement différentes. Là, on y vient enfin. Ça, vous reconnaissez 1939, les temps modernes avec Charlie Chaplin. N'oublions surtout pas la production. Donc, quand on parle de production, il faut produire les prestations, il faut produire les services ou les produits qu'on va mettre à disposition. Donc, il nous faut des ressources humaines, il nous faut des compétences, des matières premières, des processus de production. Donc, il faut vraiment parfois une chaîne de production si on produit des biens matériels. Il faut des activités de support administratives, des équipements, il faut des logiciels et il faut aussi des ressources financières. Et quand on parle de ressources financières, donc ce avec quoi on peut le détailler un petit peu plus, où on aura nos processus, nos ressources clés et les sorties et les entrées financières. À ne pas oublier d'où viendra l'argent
qui va nous permettre de dépenser cet argent dans nos ressources. Finalement, on a les canaux de distribution et de communication. Premièrement, il faut communiquer, donc c'est entre le quoi qui était ici et le qui. Ben, il faut bien que nos qui sachent qu'on a quelque chose à offrir. Donc, il faut communiquer. Mais si on a des prestations, ben, il faut bien aller les donner à notre qui. Donc, il y a des canaux de distribution. Mais on parlera aussi de relations avec l'utilisateur, avec l'usager. Est-ce qu'il va se servir directement de quelque chose qu'on va lui mettre à disposition d'une manière totalement impersonnelle sur le web, ou alors est-ce que on va aller distribuer une soupe populaire et on sera en face directement de la personne et on aura même un très bref échange avec la personne qui va bénéficier de ce qu'on va lui offrir. Donc, ces modes de relation aussi sont très importants et il faut toujours penser aux services post-distribution. Il peut y avoir des retours, des explications à donner. Donc, c'est aussi un segment très intéressant et très important. Finalement, la plus grande des questions et peut-être la plus difficile, c'est vérifiable. C'est la mesure de votre succès, du succès de votre organisation. Quand on parle d'économie traditionnelle, classique, produire quelque chose, le vendre et se faire payer pour ce qu'on a vu, la mesure du succès, elle sera très souvent limitée à une satisfaction des clients et bah, au budget, à la trésorerie qu'on a pour notre organisation. Est-ce qu'on développe des bénéfices ou pas? Mais quand on parle d'économie sociale, d'entrepreneuriat social, d'économie sociale et solidaire, là, il y a quelque chose de beaucoup plus difficile à mesurer, c'est l'impact. Donc, ce vérifiable, vous voyez qu'il est à côté du pourquoi, parce qu'il faut vérifier vraiment si on a répondu aux besoins, si on a provoqué les impacts. Et là, il faudra créer des indicateurs et définir des fréquences de mesure et comment on va vraiment interpréter ces indicateurs pour pouvoir savoir si nous sommes en train de faire les bonnes choses ou pas. Donc, si je résume le Canva, qui est ce premier outil qu'on peut utiliser d'une manière interactive, donc le où, on parle du contexte où l'organisation est immergée. Le pourquoi, c'est les besoins, les problèmes, les opportunités auxquelles on veut répondre. Le qui, c'est les usagers, clients et bénéficiaires qui ressentent tous ces besoins. Le par quoi, c'est les canaux de communication et de distribution. Le quoi, ben, c'est les prestations, c'est ce qu'on va offrir pour répondre aux besoins. Le avec quoi, c'est les personnes, les ressources, les finances dont l'organisation a besoin pour produire. Le vérifiable, la vérification et le avec qui, les différentes parties prenantes qui peuvent soutenir l'organisation, les alliés, les partenaires, etc. Donc cet outil, vous pouvez le trouver sur le site de Social Business Models et vous pouvez l'utiliser de préférence dans des sessions que j'appelle de brainstorming structuré. Là, on a quelques exemples que je vous montre. Pour un projet Leonardo da Vinci, avec Euphoria, avec LGBT Yacht, dans le programme IDEA, le programme Impact, où on peut projeter ce canevas sur le mur, on peut avoir des affiches 1.0 que vous pouvez trouver sur le site aussi et télécharger, et on l'utilise vraiment entre 4, 5 personnes, des fois même un petit peu plus. Je l'ai utilisé déjà avec une dizaine de personnes, où on fait un brainstorming structuré à l'aide de post-it. Chacun vient mettre des choses dans les différentes cases. Juste un petit dernier détail qu'il ne faut pas oublier, c'est que une entité qui peut se retrouver dans une case peut avoir plusieurs casquettes. Donc, on peut avoir un client qui tout d'un coup devient aussi un partenaire. Donc, c'est des réflexions qu'il faut garder en tête. C'est celle de la multicasquette. Donc, pour conclure, donc si vous voulez ensuite aller explorer un peu plus, donc il y a une fiche sur le Canva avec beaucoup d'autres outils. Donc, vous pouvez aller sur socialbusinessmodels.com
Vous utilisez ce qui est ici, rechercher un outil, et vous tombez là-dessus. Vous pouvez choisir quelques paramètres ou simplement dire ici dans le titre, je recherche un outil qui s'appelle le Pitch ou qui s'appelle le Canva, et vous aurez la liste et vous tomberez sur des fiches explicatives de l'outil